Salut la Team Tech, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Tech Recap qui résume les actus tech de la semaine. Au programme, côté GPU, un record mondial de fréquence GPU signé AMD et des prix de Radeon qui redescendent enfin. Côté processeur, des rumeurs nous révèlent les configurations de cœur des AMD Ryzen Olympic Ridge en Zen 6, le desktop Zen 6 repoussé, Intel qui planche sur une architecture Unified Core, Bartlett Lake S réservé aux pros, Nova Lake S Desktop qui glisse vers le CES 2027, Xbox qui teste les Highlight Reels via NPU et un SoC ARM Made in China signé Moore Threads. Pour le reste de l'actu tech, on a la DDR5 en Europe qui amorce une légère baisse après un pic historique, la RAM chinoise qui ne sauvera finalement personne, Microsoft qui intègre Copilot dans la barre des tâches, un monstre de moniteur 6K chez Japan Next, Phil Spencer qui quitte Microsoft, Sony qui va augmenter les prix des jeux et abonnements PlayStation et bien sûr les jeux gratuits de la semaine. Alors installez-vous confortablement, c'est parti! Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rater aucune actu tech, ça prend 2 secondes et ça aide vraiment la chaîne. On commence directement avec une bonne nouvelle pour les fans de FPS. StarCraft X, le MMOFP gratuit qui mélange RPG et shooter en monde ouvert dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, vient d'arriver sur l'Epic Games Store et pour célébrer ça, les développeurs d'Exbo offrent un pack de démarrage à tous les nouveaux joueurs. Concrètement, ce pack contient pas mal de choses, 7 jours de premium, un fusil F N-SCAR, L Service, un pistolet M9 classique, une combinaison Aurore B, un sac de sport, 2 artefacts, des cosmétiques comme le camouflage Hexagone C pour armes et armure, plus un skin de suiveur. Ajoutez à ça des consommables, munitions, injecteurs, trousses de soins, boissons énergisantes, quelques conditions à noter, le pack ne peut être réclamé qu'une seule fois par contre, il est exclusif à la version Epic Games Store et il doit être réclamé avant le 26 février 2026. Les récompenses, elles, sont utilisables jusqu'au 1er juin 2026. Un très bon moyen de débuter dans la zone sans se ruiner. Le deuxième jeu gratuit est Return to Ash, c'est un roman visuel narratif qui vient de sortir. Le principe, vous incarnez Ashley, une femme qui se réveille dans un hôpital vide, baignée d'une lumière étrange et elle comprend rapidement qu'elle se trouve dans l'au-delà. Le jeu vous plonge dans un purgatoire mystérieux où vous devez créer des liens avec d'autres âmes piégées tout en faisant face aux épreuves imposées par un être masqué qui se fait appeler la mort. Vos décisions influencent directement le déroulement de l'histoire et déterminent laquelle des multiples fins vous obtiendrez. Ce qui distingue Return to Ash, c'est son style artistique unique et atmosphérique, sa bande-son originale émotionnelle et surtout sa capacité à traiter des sujets profonds, la vie, la mort, les regrets en seulement 2 à 4 heures de jeu, court mais intense. Si vous aimez les expériences narratives qui vous touchent vraiment, c'est clairement un titre à ne pas rater. Bon, maintenant, place aux actus du monde du jeu vidéo et ça commence avec une mauvaise nouvelle du côté de PlayStation. Sony Interactive Entertainment a confirmé la fermeture de Bluepoint Games pour mars 2026 avec environ 70 employés qui vont perdre leur poste. Un vrai crève-cœur pour la communauté PlayStation. Bluepoint, c'est le studio derrière des remakes et remasters absolument magnifiques. Demon's Souls, Shadow of the Colossus ou encore Uncharted de Nathan Drake Collection. Sony avait racheté le studio en 2021, soit seulement 5 ans avant de le fermer. Depuis Demon's Souls, Bluepoint avait notamment participé au support de God of War Ragnarok et travaillé sur un projet God of War en live service finalement annulé par Sony. Cette fermeture s'inscrit dans une vague de restructuration chez PlayStation. En 2024, Sony avait déjà fermé London Studio Firewalk Studio et Neon Koi et réduit les effectifs de Firesprite. La question qui se pose maintenant, qui va s'occuper des futurs remasters PlayStation? Une page se tourne et pas de la meilleure façon. On reste chez Sony, mais cette fois, c'est votre portefeuille qui est concerné. Selon des informations issues de l'actu de l'environnement financier de Sony, la crise des composants mémoire qui fait grimper les coûts de production ne se traduira pas par une augmentation du prix de la PlayStation 5 elle-même. Bonne nouvelle a priori, mais il y a un revers. Le problème vient de l'architecture de la PS5 qui repose sur un SSD propriétaire ultra rapide à haute bande passante directement intégré au système. Impossible de le remplacer par des solutions moins chères sans dégrader les performances, car de nombreux moteurs de jeu exploitent directement cette rapidité d'accès. Sony aurait donc décidé de compenser ses coûts via une monétisation accrue de sa base installée
Hausse des prix des jeux et des abonnements comme PlayStation Plus, avec environ 3 ventes de jeux sur 4 réalisées en digital via le PlayStation Store, Sony a un contrôle total sur les prix et marges. Et avec plus de 100 millions de comptes actifs mensuels sur le PlayStation Network, le moindre ajustement d'abonnement a un impact immédiat sur les revenus. On quitte Sony pour rejoindre Xbox où il y a aussi du mouvement et pas des moindres. Grosse secousse du côté de Xbox. Phil Spencer, le visage emblématique de la marque Xbox depuis des décennies, quitte Microsoft après presque 40 ans au sein de la firme. Il avait rejoint Microsoft comme stagiaire en 1988 et intégré l'équipe Xbox dès 2001. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a partagé un mémo officiel confirmant la décision. Spencer avait apparemment pris la décision de prendre sa retraite l'année dernière, laissant le temps à Microsoft de planifier la succession. La présidente Xbox, Sarah Bond, quitte elle aussi l'entreprise, qui prend les rênes. Asha Sharma, anciennement à la tête de la plateforme Core AI de Microsoft, devient la nouvelle CEO de Microsoft Gaming. À ses côtés, Matt Booty est nommé Executive Vice President et Chief Content Officer, forte de son expérience avec près de 40 studios, dont Bethesda, Activision Blizzard et King. Rappelons qu'Xbox compte aujourd'hui plus de 500 millions de joueurs actifs dans le monde, une transition qui intervient pile pour les 25 ans de la Xbox. Cette nouvelle CEO, elle a déjà pris la parole et elle a des choses à dire sur l'IA. Dans la foulée de sa nomination, Asha Sharma a publié une déclaration interne qui a fait beaucoup parler. En tant qu'ancienne responsable d'une plateforme IA chez Microsoft, beaucoup craignaient une approche ultra commerciale et robotisée du jeu vidéo. Sa réponse a été claire et directe. Sharma affirme vouloir avant tout créer des grands jeux avec des personnages mémorables, des histoires qui résonnent et un gameplay créatif. Sur la question de l'IA inévitable, étant donné son parcours, elle a déclaré vouloir éviter de noyer l'écosystème de bouillie IA sans âme, insistant sur le fait que les jeux sont et seront toujours de l'art créé par des humains. Dans une déclaration à Variety, elle a ajouté vouloir mériter la confiance des joueurs et des développeurs et a rappelé que l'IA fait déjà partie du jeu vidéo depuis longtemps. Elle affiche une tolérance zéro pour ce qu'elle appelle la mauvaise IA. Reste à voir si les actes suivront les paroles, mais le ton est donné. Core AI, sa précédente plateforme, étant centrée sur l'IA agentique, il sera intéressant de voir comment ces deux mondes vont cohabiter chez Xbox. Toujours chez Xbox, une fonctionnalité plutôt cool est en cours de test. On reste dans l'univers Xbox avec une information qui concerne le hardware. Selon Windows Central, des employés de Microsoft testent en interne une nouvelle fonctionnalité appelée Highlight Reels sur le ROG Xbox Ali X. L'idée, capturer automatiquement vos meilleurs moments de jeu sans téléchargement supplémentaire et sans quitter la partie. Ce qui rend cette fonctionnalité unique, c'est qu'elle repose entièrement sur le NPU, Neural Processing Unit, de la machine, ce qui explique pourquoi elle cible d'abord le Ali X, contrairement à Steam Game Recording qui demande aux développeurs d'ajouter des marqueurs manuels. Ici, c'est le NPU qui devine automatiquement les moments importants et crée des clips directement partageables. En phase de test, la fonction a été évaluée sur des jeux comme Forza Horizon 5, Palworld, Elden Ring et Fortnite. Cette fonctionnalité s'inscrit dans la continuité des post-game recap déjà disponibles dans l'application Xbox PC. Le ciblage futur semble être la prochaine génération de hardware Xbox puisque l'implémentation actuelle dépend des capacités NPU. Les NPU commencent donc enfin à trouver leur place dans le gaming. On passe maintenant à notre section Insolitech avec deux cas qui valent le détour. Le premier, c'est un utilisateur sur le forum Mobile 01 rapporte que le connecteur d'alimentation 16 broches 12 V2x6 de sa Gigabyte Aorus Master Race GeForce RTX 5090 a brûlé et ce, malgré toutes les précautions prises. Ce qui rend ce cas particulier, c'est que l'utilisateur avait été prévenu des problèmes de connecteur et avait limité la consommation de la carte à 500 watts via eMSI Afterburner tout en utilisant uniquement les câbles d'origine. La puissance par défaut de la RTX 5090 est de 575 watts. Il avait donc réduit. La panne est survenue après 7 mois d'utilisation lors d'une session gaming normale. L'analyse suggère qu'une limite à 500 watts ne change pas grand-chose en pratique car la RTX 5090 n'atteint de toute façon rarement ses 575 watts en jeu. Le connecteur du GPU lui-même semblait intact. C'est bien l'adaptateur qui a cramé. L'utilisateur prévoit de déposer une réclamation sous garantie et s'attend à devoir se battre contre un argument de mauvaise utilisation. Un dossier à suivre de près pour tous les possesseurs de RTX 5090.
Si vous pensiez que brûler un adaptateur c'était grave, attendez la suite. Le youtubeur FrameChaser a tenté d'ajouter un second connecteur 12V 2x6 sur sa Gigabyte RTX 5090, en plus d'un shunt mode pour dépasser les limites de puissance. Certaines cartes Gigabyte RTX 5090 disposent déjà d'un emplacement PCB prévu pour un second connecteur. La carte a fonctionné dans un premier temps, mais un bug empêchait les ventilateurs de tourner malgré une température catastrophique. Au repos, avec le mode performance activé dans le panneau de contrôle Nvidia qui maintient la carte en mode 3D en permanence, la GPU consommait déjà plus que prévu à cause du shunt mode sans aucun refroidissement. Résultat, 2 trous brûlés dans le PCB et un condensateur soufflé. Le GPU et la VRAM semblent néanmoins intacts et pourraient être récupérés sur un autre PCB. La carte a été envoyée à Northwest Repair pour tenter l'opération. Place maintenant au nouveau produit de la semaine et c'est un moniteur pas comme les autres. Japan Next vient d'ajouter à son catalogue le JN IPS 32.6K HSPC9, un écran de 31,5 pouces affichant une résolution de 6K soit 6016 x 3384 pixels, une densité de pixels largement supérieure aux dalles 4K classiques à cette taille, avec un pixel pitch de 0,1159 mm. Techniquement, c'est une dalle IPS ELED avec 60 Hz, 8 millisecondes de temps de réponse, 500 nits de luminosité et un ratio de contraste de 1500 sur 1. La couverture colorimétrique atteint 100% sRGB et 96% DCI-P3 avec le support HDR10. Les connectiques incluent un 2 HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 et un USB-C 3.1 avec jusqu'à 90 watts de charge. En bonus, un switch KVM intégré du Picture-in-Picture, la compatibilité AM, il y a FreeSync et Nvidia G-Sync et un pied réglable en inclinaison, rotation, hauteur et pivot, clairement orienté home office et création de contenu plutôt que gaming pur car oui 60 Hz oblige. Le tarif 1399 € sur le site officiel de Japan Next, un investissement conséquent pour une netteté d'image vraiment exceptionnelle. On reste dans les nouveaux produits avec une annonce venue tout droit de Chine. Moore Threads, connu jusqu'ici pour ses GPU discrets, se lance dans les SoC pour laptop avec son chip basé sur l'architecture maison Yangtze. L'objectif affiché, rivaliser avec Intel, AMD et Qualcomm sur le marché des PC portables. Ce SoC embarque 12 cœurs CPU sous architecture ARM V8 avec une fréquence boost de 2,65 GHz, un GPU intégré basé sur l'architecture propriétaire Musa et surtout un NPU capable de 50 tops en INT8 très orienté IA embarqué. Le tout intégré dans le laptop MTT iBook avec 32 Go de DDR5 1500, 1 Teraoctet de SSD et un écran OLED 120 Hz. La cible est clairement le marché IA-PC en Chine, porté par l'engouement pour les LLM open source en local. Anecdote, Moore Threads avait sorti l'un des premiers GPU PCI Express 5.0 qui s'était révélé moins performant qu'une GTX 1050 Ti. La promesse papier est séduisante, mais les benchmarks réels restent attendus. Le MTT iBook est disponible sur JD.com à environ 1440 $, un tarif premium pour une première incursion sur ce marché. On attaque maintenant les news tech de la semaine avec d'abord Microsoft et Windows 11. Microsoft ne s'arrête pas là. Côté IA, la firme vient de dévoiler de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle directement intégrées à Windows 11. La nouveauté principale s'appelle Ask Copilot, une fonctionnalité optionnelle qui remplace la recherche Windows classique et se connecte au service Microsoft 365. Concrètement, depuis la barre des tâches, les utilisateurs peuvent invoquer des agents spécialisés en tapant le symbole arrobase, comme on le ferait pour mentionner quelqu'un dans une conversation. L'un de ces agents, baptisé Researcher, peut effectuer des recherches approfondies pendant 10 minutes ou plus en arrière-plan avec un indicateur de progression dans la barre des tâches comme un téléchargement de fichiers. Du côté de l'explorateur de fichiers, Microsoft ajoute un bouton Copilot qui fournit des résumés et du contexte sur les documents partagés synchronisés sans avoir à ouvrir une application séparée. L'objectif affiché, intégrer l'IA là où les gens travaillent déjà au quotidien pour des petits gains de productivité qui s'accumulent. Ces fonctionnalités devraient être disponibles dans les prochaines semaines. Du côté de la mémoire RAM, la DDR5 chinoise était censée nous sauver des prix fous, mais c'est raté. On avait vu émerger il y a quelques semaines le narratif de la mémoire chinoise comme sauveur des gamers face à la flambée des prix. C'est terminé. Selon une récente liste sur JD.com, Kingbang qui intègre les modules DDR5 de CXM
XMT propose désormais un kit 32 Go DDR5 à 3629 yuan, soit environ 530 $. Un prix quasi identique aux alternatives occidentales pour la même configuration. La version 64 Go DDR5 6000 dépasse quant à elle les 1000 $. La raison est simple, les fabricants de mémoire ont tout intérêt à prioriser la demande Enterprise et les clients IA, où le retour sur investissement est bien supérieur au marché grand public. CXMT prévoit d'ailleurs de déplacer une part significative de sa capacité DRAM vers la HBM3. Le seul effort notable vers le segment client pourrait venir via des contrats à long terme avec HP, Dell ou Asus, mais sans impact réel sur les prix pour le consommateur final. En Europe aussi, les prix de la DDR5 ont explosé, mais ça commence à bouger. Bonne nouvelle pour les Européens, le marché DDR5 montre des premiers signes de détente après des semaines de prix extrêmes. Selon un graphique communautaire issu de l'outil Tweakers Price Watch et partagé sur Reddit, les prix d'un kit 32 Go DDR5 en Europe avaient tenu autour de 95 à 100 € jusqu'en automne 2025, avant de grimper fortement à partir d'octobre pour culminer à environ 430 à 470 € début février 2026. Une légère baisse est maintenant visible. Tom's Hardware a confirmé la tendance en analysant 5 kits DDR5 6000 ou 6432 Go sur Amazon Allemagne via Camel. Le kit Corsair est passé d'environ 480 € début février à 425 € et le Kingston de 550 € début janvier à 463 €. Attention cependant, il s'agit d'un recul depuis un pic, pas d'un retour à la normale. L'offre reste tendue et les prix pourraient rester élevés encore un moment. Passons maintenant aux processeurs et on commence par Intel. Le leaker Golden Pig Upgrade sur Weibo suggère que les Core Ultra 400 Nova Lake S pour desktop n'arriveraient pas avant le CES de janvier 2027, ce qui est étrange car le CEO d'Intel Lip Bhutan avait déclaré lors des résultats 4e trimestre 2025 que Nova Lake arrivait fin 2026. Ce timing pourrait donc couvrir les variantes mobiles, les desktops suivant au CES 2027. Ce type de décalage entre mobile et desktop est courant chez Intel. Les plateformes desktop s'alignent souvent avec les grandes fenêtres d'annonce comme le CES pour les lancements système. Intel n'a pour l'instant confirmé aucune date précise pour une plateforme desktop Nova Lake S et pour l'instant, les deux timelines restent non officielles au niveau des SKU. Intel a seulement ancré publiquement Nova Lake à fin 2026, tandis que la revendication du CES 2027 pour le desktop repose sur des leaks et des rapports secondaires. On reste chez Intel avec d'autres générations de CPU. Les Intel Core 200E Bartlett Lake S viennent de voir leurs spécifications complètes leakées par Jaykin. Ces CPU uniquement en cœur P sans aucun cœur E atteignent jusqu'à 12 cœurs et 24 threads avec la référence Core 9 273 PE, boostant à 5,7 GHz et 36 mégaoctets de L3 cache. Le Core 7 253 PQE en 10 cœurs monte également à 5,7 GHz mais avec une enveloppe thermique de 125 watts. Mais attention, ces puces sont exclusivement réservées au marché Edge et embarquées, pas au PC de bureau grand public. ASRock a déjà confirmé qu'il ne supporterait pas ces CPU, ce qui réduit encore les chances d'une compatibilité large sur les cartes mainstream. L'aventure LGA 1700 en grand public s'arrête donc bien avec Raptor Lake. Ces puces ne sont pas positionnées comme un lancement Core Desktop Retail et il ne faut pas s'attendre à les retrouver dans les configs gaming. Et Intel ne s'arrête pas là, la firme travaille déjà sur l'architecture du futur très lointain. Une offre d'emploi récente chez Intel révèle que la firme dispose d'une équipe dédiée au concept de Unified Core, une architecture qui abandonnerait le modèle actuel combinant cœur PE et LPE au profit d'un seul type de cœur. Le poste visé concerne des étapes pré-silicium, ce qui indique que l'idée en est encore à ses débuts. L'avantage principal d'une telle approche réside dans la maximisation des performances par unité de surface, les lois de scaling actuelles limitant le nombre de cœurs intégrables sur une puce. Des fabricants comme Mediatek ont déjà exploré cette voie avec le Dimensity 9300 et son design All Big Core. Selon les spéculations, ce serait Titan Lake, le successeur de Riser Lake, lui-même successeur de Nova Lake, qui adopterait cette architecture. Une fenêtre de lancement autour de 2028 à 2030 semble être la fourchette la plus probable. On passe maintenant chez AMD avec du nouveau sur le timing d'Olympic Ridge. Le site Benchlife, qui a un bon historique de fiabilité, affirme que les Ryzen Olympic Ridge, basés sur Zen 6, ne sont pas attendus avant 2028.
2027 au plus tôt sur desktop. L'architecture Zen 6 est déjà confirmée pour les serveurs EPYC Venice en 2026, mais le desktop prendrait plus de temps. Olympic Ridge devrait rester sur le socket à M5, garantissant potentiellement la compatibilité avec les cartes mères série 800 actuelles. AMD peut tout à fait lancer Zen 6 d'abord sur un segment, puis le déployer sur d'autres plus tard. La revendication de Benchlife concerne spécifiquement le timing desktop pour Olympic Ridge. Avec Intel qui n'est pas pressé non plus, AMD ne semble pas vouloir se précipiter. Les deux géants du CPU se donneraient donc rendez-vous début 2027. Toujours chez AMD, une autre rumeur cette fois sur les configurations de cœur d'Olympic Ridge. AMD Olympic Ridge en Zen 6 proposerait des configurations allant de 6 à 24 cœurs. Selon le leaker HXL, les déclinaisons mono-chiplets couvriraient 6, 8, 10 et 12 cœurs, tandis que les versions dual chiplets montreraient jusqu'à 16, 20 et 24 cœurs en 8+, 8, 10+10 et 12+12. Le nouveau CCD Zen 6 proposerait 50% de cœurs supplémentaires par rapport aux générations Zen 1 à 5, soit 12 cœurs par chiplet et 48 mégaoctets de L3 cache par die. Un dual CCD 24 cœurs afficherait donc 96 mégaoctets de L3 avant tout V-cache. AMD introduit également des paliers inédits à 10 et 20 cœurs qui viendraient combler les espaces entre les tiers actuels qui sautent aujourd'hui de 8 à 12 à 16 cœurs au sommet de la gamme. Si ces configurations se confirment, la gamme desktop Ryzen va s'affiner de façon significative. Avant de passer au GPU, attardons-nous vite fait aux consoles portables. Mauvaise nouvelle pour les propriétaires du Legion Go original. Une réponse du support Lenovo Korea, partagée sur des forums communautaires coréens, indique que la console portable Legion Go, basée sur le Ryzen Z1 Extreme, ne recevra plus de mise à jour de pilote. Lenovo recommande désormais d'utiliser les drivers AMD universels directement depuis le site d'AMD, avec une mise en garde: si le driver n'est pas compatible avec la plateforme Z1, il vaut mieux rester sur la version livrée via Windows Update et Lenovo Vantage. Ce qui est surprenant, c'est que le Legion Go S, basé sur le Z de Go, une architecture plus ancienne Rembrandt, continue lui de recevoir des mises à jour régulières. Asus, qui commercialise les ROG Ally et ROG Ally X, également basés sur des puces Z1, n'a pas confirmé de changement dans ses plans de support. Les propriétaires de Legion Go se plaignaient déjà depuis longtemps des retards dans les mises à jour de drivers et maintenant ils n'en recevront même plus. Côté des GPU, les prix ont enfin bougé, mais au Japon, en janvier 2026, les cartes Radeon RX 9000 avaient flambé au Japon, profitant d'une pénurie de GPU Nvidia. Aujourd'hui, selon le tracker de prix Gazlog, le soufflet retombe. La Radeon RX 9070 XT avait culminé à 130 000 yens en prix le plus bas autour du 15 janvier 2026, contre une base de 95 000 yens fin 2025. Au 19 février, le prix le plus bas est redescendu à environ 108 000 yens, soit une baisse de 15% depuis le pic. La Radeon RX 9060 XT16 Go a connu une variation encore plus marquée de 50 000 yens en novembre 2025. Elle avait grimpé à 78 000 yens au plus haut pour redescendre à environ 67 000 yens aujourd'hui, soit 20% de baisse depuis le sommet. Bonne nouvelle donc, relatif, la crise des prix mémoire continue de peser sur les coûts des GPU. Retrouver les prix de novembre 2025 semble peu probable à court terme et pour les acheteurs hésitants, la situation reste complexe entre la hausse globale des composants PC et la demande qui refroidit après les fêtes. Restons chez AMD avec cette fois un record qui fait vraiment plaisir. AMD vient de revendiquer le record du monde de fréquence GPU en poussant une Radeon RX 9060 XT à la folle fréquence de 4,769 GHz. Les overclockers Bill Alverson Sampson et Splav sont à l'origine de cet exploit avec l'aide d'outils internes AMD. Pour contextualiser, la RX 9060 XT a une fréquence boost officielle de 3,13 GHz. Atteindre 4,769 GHz, c'est dépasser les specs d'origine de 52%, c'est énorme. L'ancien record pour un GPU discret était de 4020 MHz sur une GeForce RTX 4090 et pour un GPU intégré de 4,25 GHz depuis le Computex 2025, les deux tombent donc d'un coup. Le refroidissement utilisé était probablement de l'azote liquide du cooling exotique comme on en voit dans les compétitions d'overclocking. Petit détail amusant, AMD n'a même pas communiqué officiellement sur ce record. C'est en naviguant sur YouTube que l'info a été découverte par hasard. Le compte AMD Radeon sur X n'avait d'ailleurs rien posté depuis presque un mois. Un record discret mais bien réel.
Et voilà les amis, c'est tout pour ce Tech Récap. J'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon de l'actu tech de la semaine. Dites-moi en commentaire quelle news vous a le plus surpris. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Tech Récap. D'ici là, portez-vous bien. Salut!